Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de Direct. L'émission est assez chargée ce soir. Nous aurions le plaisir d'évoquer ce soir avec vous la crise en Libye, les efforts ou le rôle axial et primordial de l'Égypte qui tente de dénouer la crise libyenne et ces efforts qui émanent bien sûr, ou qui émanent plutôt de la volonté de l'Égypte de rétablir la stabilité dans la région et également qui refuse toute ingérence étrangère dans les affaires internes libyennes. Nous allons également consacrer une partie de l'émission ce soir à la rencontre du chef de l'État Abdel Fattah el-Sisi avec la délégation de journalistes africains qu'il a rencontré, une délégation de 25 rédacteurs en chef de journalistes africains qui étaient travaillés plutôt dans l'atelier du développement du partenariat égypto-africain pour le développement et parler aussi du rôle de la communication, quel est le rôle des médias dans la communication avec les populations, que ce soit en Égypte ou en différents pays d'Afrique. Et pour parler de tout ça, nous aurions le plaisir de recevoir notre invité, M. Volkrad Winfour, qui est rédacteur, qui est président de l'association de la presse étrangère en Égypte, et M. Alfred également Camus Jassena, qui est rédacteur en chef du magazine Shari Logon. Et je vous invite également à suivre 3 comptes rendus qui nous ont été préparés ce soir par nos collègues Sarah Marabi et Ayachel. Premier compte rendu sur les derniers rapports de la Banque mondiale et le rapport de l'Agence de notation internationale financière de Fitch qui parle de la croissance très positive en Égypte d'ici à 2018. Un deuxième compte rendu sur la situation en Irak et pourquoi s'amplifie l'exode des civils. Un troisième compte rendu sur les dernières déclarations de Recep Tayyip Erdogan, le président turc, à l'égard des Européens et les confrontations verbales. De suite, donc, nous allons commencer cette édition par un premier compte rendu sur la croissance en Égypte et les derniers rapports de la Banque mondiale et l'Agence de notation financière internationale. Notre collègue AHL, c'est elle qui nous a préparé et présenté ce compte rendu et qui parle aussi que la mission de la Banque mondiale a confirmé la capacité de l'économie de l'Égypte de contribuer à l'amélioration du classement de l'Égypte dans le rapport de la pratique des affaires. Et Fitch elle-même qui a affirmé que la hausse des réserves en devises en Égypte, l'afflux des capitaux privés et hausse de la valeur de la monnaie égyptienne sont tous les indices qui soulignent davantage les progrès qui ont été qui ont résulté de la voie de la récupération graduelle de la stabilité économique extérieure de l'Égypte. Un compte rendu économique sur l'économie égyptienne, les avantages, les points positifs d'ici à 2018. L'agence de notation financière internationale Fitch Ratings indique dans une récente classification qu'elle vient de publier que la hausse des réserves en devises en Égypte, l'afflux des capitaux privés et la hausse de la valeur de la livre sont tous des indices qui soulignent davantage de progrès sur la voie de la récupération graduelle de la stabilité économique extérieure en 2017. Fitch prévoit par ailleurs une forte croissance économique durant le prochain exercice 2017-2018. Si le gouvernement égyptien arrive à maintenir le progrès réalisé, la croissance économique se chiffrera à 4,5% contre 3,3% durant l'exercice précédent, indique Fitch. Les taux d'inflation sont ainsi prévus à la baisse. Le déficit préliminaire du budget et la dette publique le sont aussi. Par ailleurs, hier, la mission de la Banque mondiale a confirmé la capacité de l'économie de l'Égypte de contribuer à l'amélioration du classement de l'Égypte dans le rapport de la pratique des affaires. Lors d'un entretien avec la mission présidée par le vice-président de la Banque au siège du ministère, la ministre de l'Investissement et de la Coopération internationale Sahar Nasr a confirmé que le gouvernement œuvrait à réaliser un programme économique et social ambitieux pour subvenir aux besoins des citoyens et améliorer leurs conditions de vie. Elle a fait état des mesures économiques adoptées pour la réalisation de la croissance économique et l'amélioration du niveau de l'Égypte dans le rapport de la pratique des affaires.
Et un deuxième compte rendu sur la situation en Irak où les combats acharnés se poursuivent toujours à Mossoul-Ouest et l'exode des civils s'amplifie. Apparemment, les forces irakiennes ont tué le commandant de Daesh pour la vieille ville de Mossoul, mais se heurtent toujours à une vigoureuse résistance, surtout autour du pont Le Tigre. Et ceci survient sur fond d'exode des civils qui quittent les quartiers de la partie ouest, tout juste qui est reconquis. Compte rendu à échelle, Sarah Marabi. Des combats sont en cours à Mossoul entre les troupes irakiennes et les terroristes de Daesh pour le contrôle d'un pont sur le Tigre. L'avancée des forces de réaction rapide, les unités d'élite du ministère irakien de l'Intérieur, avaient été ralenties lundi par la pluie, mais de violents affrontements ont repris mardi avec pour enjeu le pont de fer, l'un des 5 ouvrages enjambant le Tigre qui coupe Mossoul du nord au sud. Les troupes sont parvenues à une centaine de mètres du pont de fer mais ont été ralenties par les tirs de tireurs embusqués dans les immeubles. Les forces gouvernementales ont également progressé dans certains quartiers de l'ouest de la ville, dernier grand bastion urbain de Daesh en Irak. Abou Rahman Ansari, commandant militaire de Daesh pour la vieille ville, a été tué par la police fédérale lors d'une opération de nettoyage du quartier de Bebetoub. La prise du pont de fer qui relie la vieille ville dans Mossoul-Ouest à la partie est de la ville, reconquise en janvier, permettrait aux forces irakiennes de contrôler 3 des 5 ponts sur le Tigre. Les troupes irakiennes ont annoncé durant le week-end être entrées à l'intérieur de la vieille ville. Là se trouve la mosquée où le dirigeant de Daesh, Abou Bakr el-Baghdadi, a proclamé en juin 2014 un califat s'étendant sur de vastes zones du nord de l'Irak et de l'est de la Syrie. Depuis le déclenchement de l'offensive sur Mossoul, les forces irakiennes ont, avec l'appui de la coalition internationale sous commandement américain, repris la partie est ainsi que 30% de la moitié ouest, selon l'armée. Et un troisième et dernier compte rendu avant de commencer nos interviews avec nos chers invités. Compte rendu sur les dernières déclarations de Recep Tayyip Erdogan qui s'en prend cette fois et à nouveau aux Pays-Bas et à l'Allemagne où les meetings électoraux ont été interdits. L'Union européenne, Washington, eux, appelle à éviter l'escalade. Compte rendu à échelle et Sarah Marabi. Recep Tayyip Erdogan durcit un peu plus le ton contre les Pays-Bas. Après avoir qualifié les dirigeants néerlandais de nazis, le président de la Turquie a dénoncé un terrorisme d'État et n'a pas hésité à évoquer Srebrenica pour éreinter le royaume dont le contingent de casques bleus n'avait pas réussi à empêcher le massacre qui a été commis en 1995 par les forces serbes de Bosnie. Nous connaissons les Pays-Bas et les Néerlandais pour le massacre de Srebrenica, a déclaré Erdogan lors d'une allocution à Ankara. Nous savons combien leur moralité a été entamée par les 8000 Bosniaques qui ont été massacrés. Une déclaration que le Premier ministre néerlandais a qualifiée de falsification de l'histoire. Le ton d'Erdogan est devenu encore plus hystérique, a-t-il réagi. Erdogan a prévenu que des excuses néerlandaises ne suffiraient pas à apaiser le différend diplomatique entre la Turquie et les Pays-Bas et n'a pas exclu de nouvelles sanctions contre Amsterdam. Ankara a déjà annoncé lundi soir une série de mesures de rétorsion visant les Pays-Bas, en vertu desquelles les rencontres bilatérales sont suspendues au niveau des ministres, des hauts responsables et des dirigeants et d'ambassadeurs néerlandais actuellement absents de Turquie et déclarés indésirables. Le président turc ne décolère pas depuis l'annulation en cascade par plusieurs pays européens de réunions publiques où devaient intervenir des ministres turcs afin de défendre le projet de réforme constitutionnelle instituant un régime présidentiel en Turquie soumis à référendum le 16 avril. Les Pays-Bas ont refloué samedi 2 ministres turcs et la police néerlandaise a utilisé des chiens et un canon à eau pour disperser dans la nuit de samedi à dimanche les centaines de partisans de la Turquie qui s'étaient regroupés devant le consulat turc.